Hello, bienvenue sur Report Art. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle analyse et on va aller direction la Russie. En 1873, un jeune artiste russe et ukrainien arrive à Paris alors qu'il vient de décrocher une bourse d'études via son académie, l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Il découvre la vie artistique parisienne entre les impressionnistes qui émergent, les visites au salon et la vie quotidienne de la capitale. L'étudiant découvre une autre façon de créer. Ce jeune homme, c'est Ilya Repin, né en 1844 dans la petite ville de Tchoukouïev, dans l'actuelle Ukraine. Issu d'une famille de serfs, il évolue dans un milieu modeste. En fait, avant l'abolition de cette classe en 1861, l'Empire a un système de servage. C'est-à-dire qu'un maître propriétaire de terre va avoir sur celle-ci des serfs qui seront à son service et aussi une main-d'œuvre. Certains vont être domestiques, d'autres paysans ou encore des soldats sans titre. Repin, il va grandir dans ce milieu et il va être très tôt intéressé par l'art et va étudier la peinture auprès d'artistes locaux qui vont être qualifiés un petit peu de naïfs et ayant une perspective poétique de la représentation. Ce premier apprentissage va particulièrement se voir dans son œuvre de 1864, Préparation à l'examen, qui marque vraiment ses premiers pas en peinture et on voit ses premiers tâtonnements. Un an plus tard, il rejoint enfin cette fameuse Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Pendant ses études, il va faire la rencontre d'une personnalité très importante, qui n'est autre qu'Ivan Kramskoï. En fait, un an avant son arrivée à l'Académie, il y a eu un énorme scandale. Ce scandale, ça s'appelle la révolte des 14. Pour le centenaire de l'institution, un concours était organisé, 14 élèves sont autorisés à concourir, ils font à la fois partie de la classe de peinture de genre et d'autres de la classe de peinture d'histoire. Problème, le sujet du concours est la peinture mythologique slave. Un sujet très académique, mais la plupart des étudiants, eux, veulent peindre l'actualité de la Russie. Un sujet qui peut être un peu plus jugé comme réaliste. Un énorme scandale va éclater avec les étudiants qui contestent ce choix, à tel point que le concours sera annulé et que la quasi-totalité de ces étudiants vont partir de l'académie. Je te rassure, ils ont quand même, en quittant l'académie, réussi à obtenir quand même leur diplôme, histoire d'avoir quand même quelque chose en sortant de cette académie. De cela va se former un groupe, notamment sous l'impulsion d'Ivan Kramskoï, et ce groupe, ça va s'appeler les groupes des ambulants. Leur but, c'est d'organiser des expositions dans tout l'Empire russe pour élever le peuple en l'initiant à l'art. Mais aussi leur style, ça va être ce qu'on va appeler le réalisme russe. Repin, il est quand même marqué par ce groupe et il restera en contact avec eux tout au long de sa carrière. Pendant ses études, il voyage aussi, notamment sur les berges de la Volga, où il va croquer différents motifs, dont celui des haleurs, pour peindre une grande toile qui s'appelle « Les haleurs de la Volga ». Elle s'inscrit totalement dans le réalisme du groupe des 14. Il peint le dur labeur de ces hommes qui doivent ramener un bateau à la seule force de leurs bras. L'un d'eux, héroïque, va partir de ce groupe, mais aussi de sa condition. Il présente cette toile en 1873 à son académie et en exposition, et là, elle est tout de suite considérée comme un chef-d'œuvre, et il assoit déjà sa réputation. La même année, donc, il obtient sa bourse et part étudier à Paris. Mais une fois arrivé à la capitale, ça va être une autre histoire. C'est pendant ce voyage que Repin peint Sadko, une toile de très grand format et qui s'inscrit dans sa recherche de nouveaux thèmes pour sa peinture et la peinture russe. Contrairement à la toile précédente, comme tu le vois, on n'est pas du tout dans le réalisme. Repin représente un monde sous-marin habité par diverses créatures, dont des jeunes femmes élégantes qui se suivent en procession. À droite, un homme observe ce défilé. En haut à gauche, une jeune fille isolée. Nous sommes dans un monde fantastique qui tire sa source des Bylines. Les Bylines, c'est des chansons épiques tirées du folklore russe. Donc forcément, pour comprendre cette toile, il va falloir un petit peu que je te raconte cette histoire. L'histoire prend place dans la ville de Novgorod, où l'on suit l'aventure de Sadko. Au départ, il ne roule pas sur l'or et il peine vraiment à gagner sa vie. Il propose ses services de musicien, mais il est de moins en moins convié à des banquets.
Emprunt par la tristesse, il se met à jouer de son gosli. Émerveillé par sa musique, jaillit des profondeurs le tsar des mers. Celui-ci veut remercier Sadko pour l'avoir diverti. Le tsar lui propose alors de faire le pari suivant avec les marchands de sa ville. Celui-ci consiste à prouver que dans le lac, il y a des poissons aux nageoires dorées. En échange, Sadko doit parier sa tête, mais le tsar lui promet qu'il va l'aider et qu'il obtiendra en échange les boutiques des marchands. Du coup, Sadko, lors d'un banquet où il est enfin invité pour animer de sa musique, il fait le pari contre 3 marchands qu'il y a ces fameux poissons aux nageoires dorées dans le lac. Il met sa tête en jeu, mais s'il a raison, il récupérera les grandes boutiques de ces 3 marchands. Évidemment, ces marchands le prennent pour un fou et pensent tout de suite qu'ils vont gagner le pari. Pourtant, les 3 vont revenir avec des poissons à nageoires dorées. Conclusion, Sadko gagne le pari et obtient les 3 grandes boutiques de la ville. Par conséquent, il devient extrêmement riche. Et il aurait pu s'arrêter là, mais comme dans toutes les histoires, les héros ne savent jamais s'arrêter. Avec sa fortune, il va construire une armada de bateaux. Dessus, il va entasser toute la marchandise de la ville. Il va parcourir beaucoup la mer, mais il a oublié une chose. Il parcourt la mer comme bon lui va, mais il a oublié de payer le tribut au tsar des mers. Forcément, ce dernier, énervé, va commencer à déchaîner les mers. Les bateaux de Sadko sont dans une mauvaise posture, les voiles se déchirent, les coques se brisent, etc. Les équipages et Sadko essayent de calmer la colère du tsar, mais c'est impossible. Il faut que Sadko entre dans le monde sous-marin pour espérer calmer le seigneur. Avant de partir, il rédige un testament pour que tous ses biens soient distribués entre sa femme, ses équipiers, sa garde rapprochée et à l'église. Il prend seulement son gosli. Il se place sur une planche de bois au milieu de la mer, s'étend et s'endort. À son réveil, il est dans la mer Bleue. Il aperçoit un palais de pierre blanche au loin. Il s'y rend, rentre et voit le tsar. Celui-ci n'a pas oublié les talents de musicien de Sadko et lui demande alors de jouer sans s'arrêter. Sadko, il n'a pas trop le choix, il ne sait pas vraiment ce qui peut lui arriver, du coup il commence à jouer. Sauf qu'il joue 1 journée, 2 journées, 3 journées, et le tsar, il continue de danser et il ne s'arrête jamais. Sauf qu'à la surface, tu t'imagines bien que si le tsar des mondes sous-marins est en train de danser comme jamais sous l'eau, à la surface, les mers, elles se déchaînent. Elles détruisent des bateaux, elles noient des personnes. La population, quant à elle, prie et prie pour que la mer se calme enfin. C'est alors que Sadko va sentir une main se poser sur son épaule. C'est un vieillard qui lui parle. Ce dernier lui explique la marche à suivre pour cesser cette folie. Il doit détruire discrètement son instrument pour faire arrêter le tsar sans représailles. Le vieillard anticipe aussi toutes les questions et toutes les phrases que le tsar pourra faire à Sadko, comme la proposition de mariage dans la mer Bleue. Sadko devra lui dire qu'il n'a pas sa liberté dans la mer Bleue. Ensuite, lorsque le tsar va faire défiler devant lui de très belles prétendantes, Sadko devra attendre que des centaines et des centaines de jeunes femmes aient défilé pour sélectionner la toute dernière. Sadko exécute tous les conseils du vieillard. La dernière jeune fille arrive, elle est qualifiée comme la jeune Tchernavushka. Le tsar des mers lui explique que s'il a des relations sexuelles avec elle pendant sa nuit de noces, il restera à jamais dans la mer Bleue. Mais s'il ne fait rien, il retrouvera sa femme à Novgorod. Après les festivités de ce mariage dans le monde sous-marin, les 2 partent se coucher. Sadko ferme les yeux et le lendemain, il se réveille sur terre, bientôt secouru par ses équipiers et sa femme. Pour remercier le vieillard qui était en fait une divinité, il décide de lui construire une cathédrale dans la ville. Morale de l'histoire, pense bien à payer ton tribut avant de partir en mer. Dans le tableau, Répine représente donc le marchand en bas à droite de la toile. Pour peindre Sadko, Répine va faire poser 2 amis à lui. D'abord Nikolai Dmitriev Orenburgsky, un peintre qui arrive à Paris avec un ensemble de costumes russes et ukrainiens, puis le second, Viktor Vasnetsov, qui lui aussi est peintre et retient bien son nom. C'est un sujet qui est nouveau pour la peinture et il est l'un des premiers à le peindre. Il va aussi puiser des motifs de cette histoire dans les productions de céramique de l'atelier russe fondé en 1875-76 à Paris.
Ensuite, dans la toile, au milieu un peu décentré, des centaines de prétendantes défilent. Celles-ci représentent différentes époques et nations du monde. Répine les a peintes en s'inspirant de grands maîtres de la peinture qu'il admire, tels que Praxitèle, Raphaël, Véronèse, Titien, Murillo, Rembrandt, Rubens, bref, vraiment des grands noms, et il va essayer de représenter l'idéal féminin de chaque artiste. Mais dans ce décor d'opéra, les yeux du marchand se posent sur la jeune fille en haut à gauche de la toile qui est totalement isolée. Celle-ci a de longs cheveux noirs et porte des vêtements de paysanne. Sa nationalité est débattue chez les chercheurs, tantôt elle est russe, tantôt elle porte un costume ukrainien et correspond au motif national ukrainien. C'est-à-dire une jeune femme brune aux yeux foncés, et d'ailleurs, Répine a aussi fait un portrait d'une jeune ukrainienne, donc voilà, les chercheurs s'interrogent sur son identité. Dans tous les cas, elle ne correspond pas aux critères de beauté européens. Et c'est une jeune paysanne russe ou ukrainienne qui est mise au même rang que des beautés européennes. Ça, c'est assez important. Plus qu'un marchand, Sadko est aussi comme un double de Répine. Il va écrire « En Europe et ces choses incroyables, je me sens un nouveau Sadko, dont les yeux ne savent où se poser. Tel Sadko qui arrive dans un monde sous-marin, contraint de choisir une femme dans ce monde, Répine se sent lui aussi ébloui par tout ce que lui propose Paris. À Paris, Répine se cherche, et cherche l'identité de la peinture russe. Il expérimente, comme avec cette toile réalisée dans les mêmes années et qui n'a rien à voir avec Sadko. Il s'agit de Café parisien. Le sujet est typique de la capitale et c'est un motif que tu peux retrouver chez un Degas par exemple. Ici, il veut rivaliser avec les peintres français. Il va essayer plusieurs courants de l'art français pendant cette période. Il se rend aussi beaucoup au salon afin d'étudier les autres, les tendances, ce qui se fait en Europe, ce qui se fait en France. D'ailleurs, il va présenter le Café parisien au salon alors que normalement c'est interdit par son académie de représenter ses tableaux à un salon étranger. Sauf que Répine se rebelle, il veut se confronter à la critique française, au public français et aux artistes français tout simplement. Sauf que, malheureusement, personne ne va remarquer sa toile, que ce soit au niveau de la presse ou du public, personne ne la calcule. Pour ce qui est de Sadko, plus le temps avance, plus Répine n'aime plus cette toile. Il pense même à l'abandonner, mais l'un de ses amis va le convaincre de continuer. Enfin, convaincre c'est un mot un petit peu faible, puisque son ami Bogolyov-Pov, qui est lui aussi peintre, va demander à Alexandre Alexandrovitch, aka futur Alexandre III, de faire de ce tableau une commande officielle. Comme c'est une commande, Répine il est obligé de finir sa toile. Répine, il n'est pas forcément très réjoui et il préférerait continuer ses commandes de portraits qui, de 1, le stimule un petit peu plus et de 2, lui rapportent quand même pas mal d'argent. Mais bon, il n'a pas vraiment le choix et il dira « Il me semble qu'un tableau de ce genre peut être bon en tant que panneau décoratif. Pour une œuvre indépendante, il faut quelque chose d'autre. Elle doit toucher le spectateur et l'emmener vers quelque chose. » Il a peur en fait que cette toile devienne trop décorative, mais aussi que la tradition du sujet prenne le pas sur l'innovation qu'il cherche. Il finit sa toile en 1876 et comme il est obligé d'envoyer toutes ses productions à son académie, il s'exécute. Et là, surprise, l'œuvre est ultra appréciée par son école, à tel point qu'il reçoit le titre d'académicien. Il ne le sait pas encore, mais son tableau annonce des œuvres plus décoratives d'artistes qui vont revisiter le folklore russe, comme Mikhail Vroubel, ou l'un des peintres qui avait posé pour Sadko, Viktor Vasnetsov. Répine il va totalement abandonner ce genre de sujet dans sa peinture et c'est la seule toile en fait qui a un sujet un peu folklorique comme ça et elle est vraiment très très particulière dans sa production. À son retour en Russie, il va reprendre le réalisme des ambulants et connaître une carrière très féconde. Aujourd'hui encore en Russie, il est considéré comme une figure majeure de leur histoire de l'art. C'est vrai qu'en France, on le connaît un petit peu moins, même s'il y a eu une très belle expo au Petit Palais récemment qui a pu un petit peu le faire reconnaître. Mais c'est vrai qu'en France, on ne le connaît pas forcément. En tout cas, c'est tout pour cette analyse. J'espère qu'elle t'a plu, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'ai pas fait d'analyse. J'ai essayé de faire un truc un petit peu moins académique et plus de raconter une histoire, on va dire.
Et sinon, en barre d'infos, je t'ai mis des petites choses si ça t'intéresse. Il y a un film qui s'est inspiré de Sadko, qui doit dater, je crois, des années 60. Et je t'ai aussi mis la traduction de l'histoire de Sadko, si ça t'intéresse de la lire. Et bien évidemment, toutes mes sources, comme d'habitude. Et nous, on se dit sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!